Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Bienvenue à tous. Ce soir, dans les vraies voix responsables, ce sont 4 entreprises de la French Tech que nous avons le bonheur de recevoir. La French Tech, c'est la marque déployée par l'État qui représente l'écosystème de 25 000 startups françaises et des acteurs qui gravitent autour. Elle a pour mission d'accompagner le développement de l'écosystème French Tech, mouvement français des startups technologiques innovantes dans la lignée des priorités gouvernementales, à l'image et au service des Françaises et des Français. Des startups en plein développement qui pour toutes connaissent un fort développement en France et pour certaines d'entre elles un peu partout dans le monde. Avec nous ce soir, Patrick Kick, PDG de Watt, opérateur français de bornes de recharge pour véhicules électriques à destination de la copropriété, du tertiaire et des bailleurs sociaux. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Clément Bonhomme, CEO et cofondateur de Foodles. Foodles, c'est l'alternative innovante et responsable à la restauration d'entreprises traditionnelles qui offre des menus frais et gourmands livrés dans des frigos connectés, brevetés, made in France, disponibles 24h, 20h24 et 7 jours sur 7. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Pas d'erreur pour le moment. C'est parfait. Parfait. Julien Tchernia, PDG d'Équateur. Alors ça s'écrit Watt, c'est avec 2 A, Équateur, E-K-W-A-T-U-R. C'est un fournisseur d'énergie renouvelable pour les particuliers et les professionnels et notamment renouvelable et pour beaucoup made in France. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly. Alors aujourd'hui, à peine 20% des émissions carbone des entreprises sont suivies et pilotées et Greenly permet aux entreprises via un logiciel de dresser leur bilan carbone. C'est bien ça ? C'est exact. Et bonsoir Philippe. Et bonsoir à vous. Les vraies voix Sud Radio. Alors on va commencer avec vous Patrick Kick. Watt, c'est un opérateur français de bornes de recharge pour véhicules électriques à destination des copropriétés, du tertiaire et des bailleurs sociaux. Vous venez d'intégrer le programme French Tech 120. Alors quelle case avez-vous coché pour intégrer le top 120 de la très prestigieuse et convoitée French Tech ? Alors je pense qu'on a coché plusieurs cases, mais j'en vois 3 principalement. On a coché la case de la technologie, puisque aujourd'hui on pose des bornes de recharge, mais pas que. On va également les maintenir et surtout on va les opérer. C'est-à-dire qu'on a développé une application qui va permettre justement pour l'utilisateur de la borne, de l'utiliser à son domicile, mais également de l'utiliser, ce qu'on appelle en itinérance, c'est-à-dire sur la voie publique, lorsqu'il part en week-end ou lorsqu'il part en vacances, par exemple. Ça, c'est la première case. La deuxième case, c'est la case financière, évidemment. Il faut faire plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous, la particularité, c'est que depuis plusieurs années, on a une croissance, certes, mais une croissance profitable. Et on double simplement notre chiffre d'affaires depuis quelques années. Donc 2022, on a fait 27 millions. 2023, on a fait 50 millions. Et on prévoit de faire près de 100 millions en 2024. Ah oui, ça, c'est de la croissance. Hein. C'est la croissance, effectivement. Et puis peut-être la dernière case, c'est la case RSE qui est chère effectivement à la French Tech. Chez Watt, on fait pas de la RSE par obligation, mais plutôt par conviction. D'abord parce que c'est l'objet même de l'entreprise. Et puis surtout, on a mis en place une parité. Par exemple, comité de direction, nous avons un équilibre homme-femme. Et puis on a déjà fait notre bilan carbone et on a mis en place un pacte d'engagement RSE. Est-ce que vous attendiez à intégrer le top 120 de la French Tech aussi vite ? Alors pas aussi rapidement parce qu'effectivement aujourd'hui on est plutôt bolidé sur la partie opérationnelle, donc on passe toute notre énergie et notre temps pour développer l'entreprise en France et à l'international. Mais en fait c'est une belle surprise, une belle récompense également pour nous bien entendu, pour nos salariés, c'est parce que c'est un aboutissement. Il va falloir y rester dans cette French Tech et y répondre. C'est comme la Ligue des Champions, faut y rester. Exactement, c'est dur d'y rentrer, c'est dur d'y rester. Et en même temps, c'est aussi une belle reconnaissance pour nos clients qui nous font confiance et voilà, qui ont misé quelque part sur le bon cheval. Qu'est-ce que la French Tech va apporter à Watt ? Énormément de choses. Déjà, c'est le cas aujourd'hui. La French Tech va nous apporter un réseau. On va pouvoir communiquer effectivement avec d'autres chefs d'entreprise. Et je pars du principe qu'il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule tête. Donc à partir de là, c'est assez simple. Donc on va pouvoir partager nos expériences et s'inspirer des uns et des autres. Ensuite, il y a des clubs de RH, des clubs d'EDAF qui vont pouvoir également échanger et partager leurs bonnes pratiques. Enfin, il y a également, et ça j'ai découvert et je trouve ça exceptionnel, c'est que l'on va être coaché pendant 1 an, on va être accompagné par une personne de la French Tech qui va nous accompagner, qui
qui va nous ouvrir des portes, notamment, et moi je l'espère, au niveau du ministère, pour justement faciliter le marché et donc l'accélération de Watt, mais également de nos concurrents sur ce marché, également à l'international, sur la digitalisation. Et puis, il y a un point également très important au niveau de la French Tech, c'est que il y a une charte avec plus de 500 entreprises aujourd'hui qui se sont engagés à travailler avec et pour la French Tech. Ça veut dire qu'effectivement, on a des clients potentiels qui vont nous permettre de scaler assez rapidement. Et quels sont vos business models sur les 3 segments auxquels vous vous adressez? Alors, comme vous l'avez dit, on s'occupe de la copropriété, des bailleurs et du tertiaire. Et en fait, lorsque vous êtes le possesseur d'un véhicule électrique, vous allez vous recharger une grosse majorité de votre temps à domicile, d'où les segments copro-bailleurs. Et l'autre partie du temps, vous allez vous recharger sur vos lieux de travail, d'où le segment du tertiaire. Et en fait, quand on équipe un client tertiaire, on va effectivement équiper ses sites industriels, ses immeubles de bureaux, mais on va surtout équiper ses salariés à leur domicile, parce que c'est ça qui va intéresser nos clients tertiaires. Et on va pouvoir gérer toute la facturation et l'utilisation des bornes entre le domicile, le bureau et la voirie lorsque les personnes vont partir en vacances. Et quelles sont les lignes stratégiques de Watt pour les années à venir et se maintenir dans la French Tech? Parce qu'on l'a dit, c'est comme le top 14, on est la radio du rugby, faut rester dans le top 14. Et on souhaite rester dans ce top 14 qui est en fait le top 120. En fait, notre stratégie, c'est bien entendu de continuer à digitaliser l'entreprise, puisqu'on est aujourd'hui historiquement sur un marché B2B qui se transforme petit à petit sur la partie particulier et les utilisateurs de bornes, donc la partie B2C. Donc digitalisation, on accélère cette partie-là. Le recrutement, sachez qu'on recrute en moyenne entre 10 et 15 personnes par mois. On onboard au mois de juin 17 personnes. Donc un héros effectivement sur la partie focus sur la partie recrutement et l'internationalisation. Aujourd'hui, sans aucune modestie ou à peine, on est bien assis sur notre marché français, on est une référence sur le marché français. Aujourd'hui, on s'ouvre à l'international, on a attaqué la Belgique, l'Angleterre, on vise l'Allemagne et les pays limitrophes à la Pologne. Parfait. Alors, pour tous, comment ça se passe pour intégrer la French Tech? Il faut faire un dossier de candidature. Comment ça marche, Patrick Kick? Exactement. Il faut faire un dossier de candidature. Il faut répondre à de nombreuses questions. Il faut aller chercher des informations sur la partie RSE, bilan carbone, financière. Et on dépose le dossier et puis la belle surprise arrive au bout du tunnel. Ce dossier, il est compliqué à faire. Clément Bonhomme, je rappelle que vous êtes cofondateur de Foodles, dont on va parler dans quelques instants. C'était une volonté pour vous de tenter d'intégrer la French Tech? Oui, c'était une volonté, et oui, c'est un dossier qui est pas spécialement compliqué à faire, mais qui est un petit peu long. Après, ce qu'il faut voir, c'est pas tellement le dossier qui est compliqué, c'est plutôt réussir à créer une entreprise qui répond aux critères de sélection. Les critères sont drastiques? Les critères sont drastiques. Après, on n'a jamais fait une entreprise pour être sélectionné dans le French Tech 120, mais quand on répond aux critères, c'est toujours un plaisir et une récompense finalement d'être sélectionné. Donc pour nous, ça a été pas une surprise parce que ça fait déjà quelques années qu'on espérait pouvoir être sélectionné. En tout cas, ça récompense en ce qui nous concerne 10 années de travail et c'est vraiment l'aboutissement d'un modèle pour ce qui nous concerne aussi qui est très singulier dans le monde. On a créé une nouvelle solution de restauration d'entreprise. On va en parler. Donc en fait, pour moi, c'est un peu l'aboutissement d'un cheminement. Après, ça reste pas, c'est pas une fin en soi, et c'est que le début de quelque chose. Julien Jarnia, c'était une fin en soi pour vous et pour Équateur d'intégrer la French Tech 120? Alors nous, c'est spécial cette année parce que ça fait 4 ans qu'on était dans la French Tech 120 et cette année, on passe dans le Next 40. Next 40, c'est ça. Et donc là, c'est la consécration. J'ai l'habitude de dire avec mon associé qu'on a besoin de beaucoup pour être satisfait. On ne l'a jamais été. Là, quand ils m'ont appelé, non, mais monsieur Tchernia, il faudrait qu'on se parle. Ouais, bon, on est encore French Tech, c'est ça? Oui, non, mais appelez-moi quand même, il y a des nouvelles. Ah bon? Ok. Je rappelle, et là, ils m'ont dit, non, mais cette année, vous êtes Next 40. Et ça fait vraiment plaisir, à la fois pour les clients, comme tu as dit, ils ont fait le choix d'une entreprise qui croit, à la fois pour les valeurs d'Équateur et à la fois pour la fierté de l'entrepreneur qui a réussi quelque chose de beau. Là, c'était le top 14, vous, c'est la Coupe d'Europe de rugby, quoi. Voilà. C'est le supporter du Stade Toulousain qui parle et qui s'est toujours parmi du match de samedi après-midi. Mais c'est pareil, on est les promus, va falloir y rester quand même. Ouais. Arnaud Delubac, c'est pareil, pour vous, c'était un but d'intégrer la French Tech? C'est une belle... Vous êtes dans quelle French Tech, vous, maintenant? Alors, on est dans le top 120, donc on n'est pas dans le Next 40, on est dans le top 120. C'était une consécration, non, c'est une très belle reconnaissance. Ça fait effectivement, et comme
je l'entendais, plaisir aux équipes, c'est très important pour l'interne, c'est des marques de reconnaissance qui montrent que tous nos efforts et tout ce qu'on a réalisé depuis le début a un résultat qui fait plaisir à tout le monde. Après, nous, on essaye d'avoir un maximum d'impact dans ce qu'on fait. On aide les entreprises à mesurer, à réduire. C'est ça, c'est de mettre un maximum de tonnes de carbone sous gestion. Et ça, c'est vraiment ce qui nous anime au quotidien plus que tout. Eh bien, écoutez, on va continuer ce débat passionnant sur 3 très bonnes équipes de top 14, mais qui jouent également la Coupe d'Europe, et une qui a soulevé la coupe, là, comme le Stade Toulousain, samedi dernier, du côté de Tottenham. On se retrouve tout de suite pour ces belles entreprises de la French Tech. On va parler maintenant de Foodles. Alors, c'est la cantine du 3e type. Restez bien avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour de ces vraies voix consacrées à 4 belles entreprises de la French Tech. Avec nous, Patrick Kick, PDG de Watt, Julien Tchernia, PDG d'Équateur, Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly, et tout de suite, on va parler avec Clément Bonhomme, cofondateur de Foodles. Rebonsoir. Bonsoir. Alors déjà, présentez-nous Foodles. Alors vous l'avez déjà bien fait tout à l'heure, mais globalement Foodles c'est une solution de restauration. Vous le saurez mieux que moi quand même. J'espère. Pas sûr, mais globalement Foodles c'est une solution de restauration d'entreprise nouvelle génération qui vise à rendre plus flexible, plus qualitative la restauration des employés en entreprise. Et pour faire simple, on installe des frigos connectés dans les entreprises qu'on passe remplir tous les matins avec des salariés en CDI, avec des bons produits frais, entrée, plat, dessert. Et ensuite, les salariés ont une application mobile sur laquelle ils viennent créditer des sous. Et ensuite, ils utilisent cette application pour ouvrir le frigo, se servir et directement refermer le frigo et être facturé automatiquement. Alors, comment ça se passe ? Vous êtes en concurrence avec les cantines. Il y a des grandes boîtes, on pense à la Sodexo, etc. Comment ça se passe pour vous travailler avec les entreprises ? C'est des TPE, PME, des grands groupes ? Comment ça fonctionne ? Alors, nous, Foodles, on est les leaders de la restauration d'entreprise des moins de 350 couverts par jour en France. D'accord. Donc nous on se positionne sur les petits self. Donc ça va jusqu'aux ETI aussi. Exactement, entre 20 et 400 couverts par jour. Et c'est pas forcément des PME ou des ETI. On fait aussi beaucoup. On équipe à peu près 2/3 des boîtes du CAC 40 sur des directions régionales, par exemple. Aussi en complémentaire sur des très gros sites de la restauration d'entreprise. Et l'idée c'est de fournir une solution de restauration là où les self traditionnels ont plus de mal à exister dans une ère post-Covid où il y a moins de salariés au bureau et où on recherche des solutions plus flexibles. Quelle est l'approche des entrepreneurs et des salariés vis-à-vis de Foodles ? Des entrepreneurs, des entreprises. Oui, des entreprises, oui. Encore une fois, dans une ère post-Covid où elles réduisent leur mètre carré, elles sont à la recherche de solutions qui sont plus flexibles. Donc il y a une recherche de flexibilité. Elles ont plus forcément la place d'avoir un self traditionnel parce que ça prend beaucoup de place côté cuisine. Donc elles veulent réduire ces espaces-là et elles veulent une solution plus flexible qui soit aussi adaptée au télétravail. Et dans ce cadre-là, notre solution est vraiment faite pour cela, dans le sens où on sait adapter les volumes en conséquence. Ça c'est plutôt côté entreprise. Et côté salarié, en fait, les gens aujourd'hui, ils ont la recherche du pouvoir d'achat, c'est-à-dire qu'ils veulent manger toujours de la bonne nourriture, mais ils veulent des choses qui soient très accessibles. Et via Foodles, pour 6,57 €, on peut très bien manger tous les jours. Ah oui. Comment êtes-vous arrivé à devenir leader du marché ? C'est une idée qu'on a eue il y a 10 ans. Via un constat simple, c'est que globalement la restauration classique avait du mal à fournir une solution pour ces petits selfs de moins de 300 couverts jour. Oui. Et en fait, on a été amené à créer une technologie, donc le frigo connecté dont vous avez parlé au départ. Et ensuite, on a trouvé nos premiers clients, on a itéré avec une offre alimentaire. Voilà, ça a été la rencontre d'un marché et d'un service en fait. Alors, quelles sont vos ambitions pour demain ? Alors déjà nos ambitions pour cette année c'est de continuer à croître, devenir profitable en France, continuer sur le Royaume-Uni et demain... Vous êtes donc en France, au Royaume-Uni, dans d'autres pays ? Exactement. Et en Belgique, tiens, vous avez un peu les mêmes... Exactement, on suit un peu le même schéma. Voilà, l'idée c'est de devenir dans un premier temps leader européen de la cantine nouvelle génération et puis par la suite sûrement aller à l'international et devenir le leader mondial sur la restauration de moins de 300, moins de 400 couverts jour. Ah oui, le frigo connecté, alors comment ça marche ? Expliquez-nous. Il est made in France en plus. Il est made in France, exactement. Alors comment il marche ? Encore une fois, c'est pas très compliqué. C'est que chaque collaborateur dispose d'une application mobile sur laquelle il va recharger du crédit. Via cette application mobile, il va pouvoir scanner son QR code sur le frigo. Si vous avez du crédit, le frigo va se déverrouiller. En tant qu'utilisateur, je vais pouvoir ouvrir le frigo, me servir directement dans le frigo, et une fois que je l'aurai fermé, je vais être facturé automatiquement ce que j'ai sorti du frigo. Avec votre appli ?
Et on peut pas gruger dans le frigo, a priori. C'est très compliqué de gruger dans le frigo. En plus, Non, on parce peut que, le voir. Vous savez, je pense que certains ont parfois des approches un peu pas très honnêtes. Ça existe non, aussi. mais globalement, c'est assez compliqué et les salariés jouent le jeu. Sur votre lieu de travail, vous n'avez pas trop envie de. Oui, parce que là, en de plus. voler. Les RH peuvent venir tirer les oreilles si besoin. Non, en général, on n'a pas de problème de ce côté-là. La technologie est sécurisée et au contraire, c'est un service qui fonctionne plutôt très bien. C'est le contraire de la malbouffe. Alors ça, c'est un autre sujet sur la qualité, on va dire sur la qualité, sur la partie food. J'ai regardé votre site web, ça a l'air d'être de la bonne nourriture. Bah, en tout cas, on fait les meilleurs efforts pour fournir le meilleur rapport qualité-prix qui soit. Pour 7 €, vous avez un plat dessert avec une charte qualité super exigeante, une partie qualitative qui est quand même très appréciée par les consommateurs. On est à 4,2 sur 5 en note de moyenne, parce qu'après chaque repas, vous pouvez noter votre menu. C'est ce qui nous permet de créer les recettes et de piloter au quotidien la qualité de la food. Donc globalement, on essaye vraiment de proposer une qualité exceptionnelle pour un prix qui soit accessible. Donc c'est vraiment le rapport qualité-prix qui est vraiment intéressant. On a souvent des débats politiques dans les vraies voix, dans les 2 premières heures. J'ai lu votre site web, Foodles, c'est le gourmand militantisme. Comment est-ce qu'on fait pour adhérer ? Comment on fait pour adhérer ? C'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup à parler de food et quand on creuse le sujet, finalement, il y a assez peu de groupes de restauration qui prennent des engagements concrets en termes de charte qualité, par exemple. Nous, on essaye de faire nos meilleurs efforts pour fournir un repas à 7 € avec une qualité produit qui soit exemplaire. Alors, on peut pas faire 100% de bio ou 100% de bœuf label rouge. Par contre, on fait nos meilleurs efforts pour faire au maximum français, avoir aussi une sélection de nos ingrédients qui permet de réduire notre bilan carbone, notamment grâce à Greenly qui nous accompagne sur le sujet. Et donc en fait, on essaye de créer des recettes qui ont un impact limité sur l'environnement et à côté de ça, on choisit des ingrédients qui ont le moindre impact carbone possible. Alors Julien Tchernia, vous êtes PDG d'Équateur. Est-ce que vous faites des synergies entre vous ? Je sais pas, moi, sur le parking de ma boîte, je mets des bornes de chez Watt, on mange des produits qui viennent de Foodles. Et après, on suit notre bilan carbone avec Greenly. Là, vous êtes en train de passer des accords. Vous connaissez déjà la French Tech, c'est le lieu où on se rencontre. Alors moi, j'ai la fierté d'avoir Watt comme client. Ah bah d'accord. Ça veut dire que toutes les voitures qui sont rechargées dans les bornes de recharge Watt sont rechargées avec de l'énergie renouvelable, ce qui est très très important parce que si votre voiture électrique est rechargée avec de l'électricité produite avec du charbon, en fait le bilan carbone c'est raté. Ah, ça, on est d'accord. Et donc Watt a des valeurs, nous aussi, et donc à partir de là on s'est mis tout de suite d'accord. Greenly ça m'intéresse, donc on va sûrement se parler après. Et nous pour Foodle, je pense qu'il y a des choses aussi à faire. Alors c'est un peu différent dans Paris parce que les gens ont l'habitude d'aller dans tous les restos autour et finalement ils en sont assez contents. Donc on n'a pas encore de requête de la part de nos employés pour avoir une équivalent cantine. Cela dit, le concept est beau. Moi je me rappelle de la Sodexo quand je travaillais à Mâcon et je pense que ça doit changer pas mal la façon de faire là-bas. Arnaud Delubac, des synergies entre vous ? Il y a plein de synergies et c'est aussi à ça que servent typiquement ces organisations-là, ces mouvements-là et ces concours. Ça permet de rapprocher des entrepreneurs qui ont plein de bonnes idées. Il y en a autour de la table. Il y en a beaucoup d'autres dans ce French Tech 120 et dans cette promotion du Next 40. Donc effectivement, il y a des événements, il y a des canaux, il y a des choses qui sont mises en place pour se rapprocher, faire des belles découvertes. Et donc évidemment, nous, on travaille avec beaucoup d'entreprises de la French Tech et on continuera à le faire. C'est une belle marque de confiance. Patrick Kick, la French Tech, on échange des cartes de visite, des numéros de téléphone, etc. Tiens, si tu veux des bornes, on peut te les installer. Moi, mes employés, ils aimeraient bien pouvoir manger des trucs sympas. Ça se passe comme ça ? C'est pas l'objet premier, mais effectivement, on en fait. Et d'ailleurs, là, autour de la table, c'est preuve que la French Tech fait bien son boulot, puisque effectivement, c'est Équateur qui nous fournit l'électricité et on travaille effectivement avec Foodles qui équipe nos bureaux. Donc on est tout à fait d'accord avec l'expérience client et je pense que c'est ce que tu disais, c'est que aujourd'hui on partage le même ADN et la French Tech justement permet de faire émerger ces ADN de sorte que on discute et on fait du cross-selling et on bosse ensemble. Vous êtes le seul à faire Foodles autour de la table ou deux ? Non, encore. Bientôt deux, je crois. Peut-être. Voilà. Question Patrick Kick, vous êtes objectif. Le meilleur plat de chez Foodles, c'est lequel ? À 19h25, c'est circonstance de poser la question quand même. Il y en a plusieurs à base de poisson et à base de viande, mais c'est vrai que les desserts sont assez copieux et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et vous, votre préféré en tant que CEO de Foodles, c'est quoi ? Moi, c'est un poulet riz cacahuète sauce saté qui est très très bon. Bon écoutez, ça met en appétit à 19h, presque 26 minutes. Dans quelques instants, on se retrouve avec Julien Tchernia pour parler d'Équateur. Alors c'est EKWATER, Le jeu de mots est appréciable pour ceux qui connaissent la bande qui coupe le monde en deux.
où ce petit pays du nord-ouest de l'Amérique du Sud. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Et des vraies voix consacrées à 4 belles entreprises de la French Tech. Nous sommes avec Patrick Kick, PDG de Watt, Julien Clément Bonhomme, cofondateur de Foodles, Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly, et tout de suite Julien Tchernia, PDG d'Équateur. Alors, Équateur, EKWATEUR, que proposez-vous? Vous proposez 100% d'énergie renouvelable. Voilà, on vend du kilowattheure, d'où le KWATEUR. Oui. Et on vend de l'énergie renouvelable, électricité, gaz, bois, à tous les Français, particuliers ou professionnels. Et on fait ça depuis 2016. Aujourd'hui, on alimente plus de 243 000 personnes. Et ça permet à chacun de choisir la provenance de son énergie, au lieu d'entre guillemets la subir, et donc de choisir qui on finance et avec qui on veut travailler. Alors, vous avez été nommé parmi les Next 40. Vous étiez dans la French Tech 120, maintenant le Next 40. C'est le label de la French Tech qui récompense les futurs leaders technologiques français. Comment avez-vous réussi à vous faire une place parmi les principaux fournisseurs d'énergie en France? Alors, pour le Next 40, ils ont changé les critères cette année, puisque avant ils se contentaient, entre guillemets, des critères de levée de fonds, et là ils ont pris aussi les critères de chiffre d'affaires, de rentabilité, de valeur. Donc nous, on a une entreprise à mission, on est B Corp, et tout ça, c'est une des raisons. C'est quoi B Corp? Alors B Corp, c'est un label RSE qui est le plus exigeant au monde, et qui dit que te contente pas de vendre de l'énergie renouvelable, fais aussi les choses bien chez toi, aide tes salariés à venir en vélo, assure-toi que ils mangent sans en foutre partout. Bio, non, mais c'est-à-dire on va fournir nous des Tupperware par exemple. Ah oui. Pour que quand ils ramènent au bureau, ils jettent pas tous les emballages. Et tout ça, ça crée une dynamique, ça crée des valeurs, ça crée un style aussi, et ça intéresse pas mal de gens. Alors, vous êtes fournisseur sans être producteur, pardon. Comment est-ce possible ? Alors, pour nous, c'est très très important, même parce que on considère que producteur et fournisseur, c'est potentiellement en conflit d'intérêts. Moi, que je vende de l'énergie directement sur la prise ou un panneau solaire, finalement, c'est une autre manière de vendre de l'énergie renouvelable. Ça m'est égal. Alors que si j'étais producteur, évidemment, ça me donnerait pas trop envie de transformer mon client en concurrent, en fait. Oui. Et donc, on a décidé de pas être producteur, ce qui est un modèle, effectivement, qui est pas celui classique en France. Nous, on a l'habitude d'EDF, qui est un modèle intégré, production. Mais quand on réfléchit, la plupart des métiers, les producteurs et les commerçants, sont des choses séparées. Par exemple, une agence de voyage, c'est pas elle qui fait voler les avions, c'est pas elle qui s'occupe des hôtels. Par exemple, une pharmacie, c'est pas elle qui fabrique les médicaments. Oui. Par exemple, le vendeur de fruits et légumes, c'est pas lui qui fait pousser les fruits ni les légumes. Et donc, finalement, ce modèle de commerce permet d'offrir aux clients le choix. Et c'est lui qui va choisir ensuite ce qu'il préfère, plutôt que de le limiter à ce que nous, on aurait produit. Il n'y a qu'un seul réseau de transport d'électricité. Comment être certain qu'on a de l'énergie renouvelable et pas de l'énergie au charbon ou à la lignite qui arriverait d'Allemagne, par exemple? Ou de Pologne. Mais là, c'est plus loin. Là, c'est plus loin. Mais ça passe quand même. Donc, c'est une question intéressante. Le réseau, effectivement, est unique et reste un service public. Et donc, quand quelqu'un, Équateur, vous vend de l'énergie renouvelable, en fait, dans la prise, il n'y aura pas de l'énergie renouvelable. On ne sait pas ce qu'il y a. On ne sait pas si l'électron, justement, il n'a pas été produit en Allemagne ou au Portugal avec des éoliennes. Et donc, il y a un système de traçabilité financière qui s'appelle la garantie d'origine, où on va s'assurer qu'il y a autant d'énergie renouvelable qui a été injectée dans le réseau que nos clients en ont consommé. Et on va acheter ce certificat et ensuite on va le détruire pour prouver qu'il n'a été compté qu'une fois. Et donc, on va faire ça tous les mois pour l'électricité, tous les ans pour le gaz, s'assurer que donc il y a bien autant d'énergie qui a été produite que nos clients en ont consommé. Alors, comment atteindre l'indépendance énergétique en France? Alors, ce ne sera pas à 100% renouvelable, théoriquement. Alors, aujourd'hui, on a un premier modèle, qui est un modèle nucléaire, qui est le plan Mesmer, qui est là pour une indépendance énergétique, qui a 50 ans, et qui est une indépendance énergétique des fossiles, parce qu'on reste dépendant de l'uranium. On voit on n'en a plus en France. Les mines de Bessines-sur-Gartempe sont malheureusement épuisées, donc on va l'acheter à l'étranger. On a besoin de toute la filière. Donc, on a un premier niveau d'indépendance. Et le deuxième, c'est le développement de moyens, où, on va dire, en cas de blocos complet de pays externes, on aura toujours l'énergie. Et ça, c'est le renouvelable. Et ça tombe assez bien parce que ce sont aujourd'hui les moyens de production les plus simples et les moins chers à mettre en œuvre. Et donc, ça se développe beaucoup en France comme ailleurs d'ailleurs. Est-ce qu'accélérer des investissements dans les renouvelables, ça peut faire baisser la facture d'énergie des Français qui est toujours élevée de toute façon ?
Alors, la facture est élevée quand on manque d'énergie. C'est assez simple. Il y a eu une crise énorme qui, en France, était... il n'y a plus de gaz parce que les Russes avaient coupé les robinets. Les centrales nucléaires étaient en panne pour un tiers. Et avec des pénuries de soudeurs. Et avec des pénuries de soudeurs, on a dû aller les prendre au Canada pour réparer les fissures françaises. C'est Bruce Willis qui a dû débarquer. et on avait en plus, à l'époque, peur d'une sécheresse. Donc, les barrages voulaient plus produire. Et donc, ça nous a mis un prix de l'énergie que moi, j'achète sur les marchés. Je l'ai acheté à 1 000 €, là où je l'achetais d'habitude plutôt à 50, 60. Donc, Donc le seul moyen de s'assurer que ce prix baisse durablement, c'est de déployer des moyens de production. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Espagne, pendant la crise, et au Portugal, ils ont déployé du solaire à fond, et de l'éolien aussi. Et là, il y a une période pendant 1 mois et demi, 2 mois, là, entre février et avril, où les prix spot étaient à 0 toute la journée. Ce qui devient finalement un problème pour le producteur parce qu'il gagne plus d'argent, mais pour les consommateurs, c'est très très intéressant. Alors, même votre gaz est français, quand on regarde votre site web, mais il est à 15% ou à 100% renouvelable. Alors expliquez-moi, comme dirait Michel Chevalet, comment ça marche ? Comment ça marche ? Ce qu'on s'est dit, c'est que nous, ce qu'on veut, c'est que les gens aillent vers le renouvelable et qu'ils fassent le pas qu'ils sont capables de faire. L'électricité renouvelable, il y en a déjà beaucoup, on a les grands barrages, donc c'est pas excessivement plus cher, même en ce moment, nous c'est beaucoup moins cher que de l'électricité au tarif réglementé de vente, alors que le biométhane est rare et donc beaucoup plus cher. Ça fait un surcoût important. Et votre gaz, donc c'est du biométhane. C'est du biométhane. Comment on le produit ? Alors le biométhane, en général, c'est soit de la fermentation de lisier de porc, ou enfin de déchets agricoles, soit de la fermentation de déchets domestiques. Donc nous, on a les deux. Donc vous allez avoir des décharges de déchets domestiques, ils mettent des tuyaux, ils récupèrent ça. On travaille avec une boîte qui doit être French Tech d'ailleurs, qui s'appelle Waga, et qui va filtrer le gaz qui s'échappe et ne garder que le méthane. Et ça ensuite, on va s'assurer comme ça d'avoir 2 prix, et que finalement, même ceux qui n'ont pas les moyens de faire des efforts énormes puissent en faire un petit peu, c'est important. Il y a beaucoup de Made in France chez vous, hein ? Il y a beaucoup de Made in France. Alors sur l'électricité renouvelable, on a un choix Made in France petite centrale aussi, puisqu'on pense que c'est important d'aller aider la décentralisation de l'énergie. Et donc là aussi, c'est un produit premium, un peu plus cher. Alors que l'offre classique, là, on achète souvent du français parce qu'il y a quand même beaucoup de renouvelables en France. Par contre, on va pas se l'imposer. Si j'ai du norvégien moins cher sur l'offre la moins chère, je vais vous donner du norvégien. C'est un peu comme Clément. Il essaie de faire du label rouge, mais il essaie aussi de tenir son budget du repas. Arnaud de Lubac, c'est important le Made in France pour la French Tech, comme vous êtes tous des patrons de boîtes de la French Tech ? Je pense que c'est important. Enfin, il faut qu'on valorise aussi cet écosystème-là. Enfin, nous, en ce qui nous concerne précisément, on a la chance d'avoir des ingénieurs qui sont très très bien formés sur les enjeux climatiques. Il y a une très très bonne des très très bons tech. Nous, on va chercher nos talents en France et il faut valoriser le Made in France et il faut être fier du Made in France surtout. On parle beaucoup de réindustrialisation, c'est important le Made in France ? Hyper important, c'est la raison pour laquelle on travaille aujourd'hui avec Equator sur la fourniture d'électricité, mais également sur le sourcing des bornes. Oui. Aujourd'hui, les bornes que l'on pose, on veut absolument les sourcer en France. Pour des questions évidentes, je dirais, de décarbonation. Ça fait partie de notre culture, mais pas que les bornes. Il y a tout les chemins de câbles, les câbles électriques, etc. Donc tout ce que l'on peut sourcer et tout ce que l'on peut fabriquer en France, c'est prioritaire pour nous. Mais est-ce que vous êtes tous dans l'industrie, est-ce que la réindustrialisation, dont on nous parle notamment depuis le Covid et les pénuries de médicaments, de masques, de ceci, de cela, c'est en bonne voie ou pas ? En tout cas, dans notre métier, c'est en bonne voie, puisqu'aujourd'hui, vous avez 2 méga factories qui sont en train de se construire, une au nord et une dans le sud, pour fabriquer justement ces fameuses batteries électriques. Oui. Je crois que c'est Schneider. Il y a un consortium avec Schneider, mais pas que. Oui. Et d'ailleurs, il y a une entreprise qui fait partie de Vercor, qui fait partie de la French Tech. Et ça, c'est hyper important de réindustrialiser en France. La bouffe, c'est bien quand c'est made in France et c'est souvent le cas chez Foodles. Chez Foodles, on a quasiment 100% de nos ingrédients qui sont français. Ah, c'est bien sûr, hormis le riz par exemple, parce que c'est difficile d'en sourcer en France, même s'il en existe. La seule production, c'est la Camargue. Il y a également une zone de production dans l'Aude du côté de mémoire de Marseillette. Ok, on ira se renseigner. Mais oui, globalement. Oui, parce que alors, je vous explique, on a quelqu'un d'auditeur de Sud Radio qui se fournit en riz là-bas. D'accord. Alors on pourra vous mettre en contact, même avec si grand vous voulez. Plaisir. Mais en tout cas, dans la nourriture, dans la food, c'est hyper important quand on propose des plats, que les ingrédients soient sourcés en France. C'est le b.a.-ba. Et vous êtes d'accord également sur la réindustrialisation, comme disait Patrick Kick, c'est plutôt en bonne voie ? Moi je dis, nous, au-delà de l'énergie, on a choisi aussi d'avoir un service client en France.
ce qui est un choix qui est évidemment plus coûteux que si on avait choisi un service client à Madagascar ou au Maroc. Et les clients sont très très réceptifs à ça. Et donc ça a une valeur. Effectivement, c'est un coût. Par contre, quel gain. Et donc c'est un symbole de réindustrialisation, de recentrage des emplois dans notre pays. Et on en est très très content. Et donc bonjour aux agents du Mans, de Reims et d'Amiens. Et on les salue. Sud Radio, 19h39. Dans quelques instants, on va parler du bilan carbone. Comment est-ce qu'on le chiffre ? On sera avec Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Retour des vraies voix responsables avec 4 très belles entreprises de la French Tech. Avec nous, Patrick Kick, PDG de Watt, Clément Bonhomme, cofondateur de Foodles, Julien Tchernia, PDG d'Équateur, qu'on vient d'écouter. Et tout de suite, on a Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly. Alors, comment Greenly révolutionne-t-il le marché du bilan carbone ? Alors, comment il révolutionne ? Il faut savoir qu'il y a quelques années encore, si on remonte 4 ans en arrière, le bilan carbone, c'est géré par des consultants qui facturent la prestation très cher parce que c'est du temps homme. Sur des Excel, il faut aller prendre chacune des informations de l'entreprise. Donc voilà, sa flotte de véhicules, son matériel informatique, ses fournisseurs. Donc il y a beaucoup d'informations. Et c'est d'aller traiter chacune de ces lignes en y associant un coefficient CO2. Lorsque c'est géré manuellement, c'est chronophage, c'est complexe, c'est des heures de consultant, et donc ça coûte très cher. Et nous, on a mis un maximum d'intelligence là-dedans. On a utilisé la technologie pour gagner du temps sur cette photographie des émissions. Et on alloue du consulting, du temps d'expert climat, là où c'est plus intéressant de le faire, là où c'est nécessaire, c'est-à-dire sur le comment est-ce qu'on aide une entreprise à réduire ses émissions de CO2. Alors, quand on lit votre site web, aujourd'hui, à peine 20% des émissions de carbone des entreprises sont suivies et pilotées. Ça fait pas beaucoup quand même. Exactement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une réglementation qui existe sur les entreprises de plus de 500 salariés qui impose à ces entreprises-là de réaliser un bilan carbone tous les 4 ans. Il faut savoir qu'il y a des amendes qui existent, alors qui ne sont pas très contraignantes et qui ne motivent pas forcément les entreprises à se mettre en ordre de bataille. 1 000 € pour une boîte du CAC 40, ça changerait pas grand-chose. On est sur ces ordres de grandeur-là. Alors l'amende a été réévaluée, mais je crois qu'on est autour des 10 000 €, donc ça reste relativement bas. Mais on a vu à partir ces dernières années qu'il y avait une ambition pour les entreprises de s'investir dans la RSE. L'ossature d'une stratégie RSE, ça reste le bilan carbone, c'est d'aller faire sa photographie des émissions pour savoir où agir et comment réduire de la bonne façon. Et donc, voilà, on espère que la réglementation va continuer à nous pousser. Mais déjà, on voit qu'il y a une prise de conscience et ça motive toujours plus d'acteurs à s'engager. En tant qu'entreprise souhaitant s'engager pour le climat en mesurant son impact et en recevant des recommandations pour réduire ses émissions, comment est-ce que ça se déroule concrètement ? Eh bien, concrètement, en fait, on a décidé dès le début de l'aventure de se verticaliser. Donc, on a créé des équipes qui sont dédiées à des verticales, à des industries spécifiques. Donc, on a nos experts de la tech, de la food, du retail et de différentes industries. Et à partir de là, en fait, en fonction de cette quantification, on va aller chercher différents types de données. Donc, pour une boîte de technologie, on va aller chercher beaucoup les logiciels, les softwares, la partie data, cloud, etc. Et pour une entreprise du retail, on va aller faire des analyses de cycle de vie, donc aller quantifier l'impact des t-shirts, des paires de baskets, de toutes ces choses-là. Donc en fait, on a vraiment verticalisé les équipes, on va chercher différents types de données et à partir de là, on est capable de dresser des recommandations, de définir une feuille de route avec des choses qui sont très précises et dédiées à chacune des verticales. Et pourquoi est-ce que c'est crucial pour une entreprise de mesurer ses émissions de carbone ? C'est crucial parce que on ne progresse pas dans quelque chose qu'on ne mesure pas. C'est un peu, je peux faire une comparaison. Lorsque vous vous entraînez pour un marathon, je crois qu'il y a eu le semi ou le 10 km de Paris la semaine dernière, je crois. Exactement. Ce qui vous permet de progresser finalement, c'est d'avoir de la data, c'est d'avoir une information palpable sur laquelle vous allez pouvoir en fait vous challenger course après course en vous disant je veux passer de 6 minutes par kilomètre à 5 minutes 40 puis 5 minutes 20 et peut-être 3 minutes au bout d'un moment. Nous, c'est un peu le même constat, c'est de se dire si on le fait tous les 4 ans et qu'on paye très cher, on n'a pas une donnée sur laquelle on peut bâtir de jour en jour. Et nous, c'est pour ça qu'on l'a rendu très accessible. On a commencé à 900 € par an pour la prestation, oui, au lieu de 10, 20, 30 000 €. Pour un cabinet ? Pour un cabinet, exactement. Et donc, notre ambition, c'est que toutes les entreprises le fassent tous les ans, toutes les années, et qu'on puisse les accompagner comme le ferait finalement un diététicien. On se veut diététicien du climat et on aide les entreprises à
chaque journée, chaque jour à construire une feuille de route qui engage tous les pôles, toutes les parties prenantes de l'entreprise. Alors, vous avez connu une croissance très forte ces 4 dernières années, notamment avec les particuliers, les API bancaires, les entreprises. Beaucoup de levées de fonds, donc des investisseurs qui y croient, recrutement de plus de 200 personnes, et vous avez ouvert des bureaux en France, au Royaume-Uni et même de l'autre côté de l'Atlantique, aux USA. Exact. Ça n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été tout rose non plus, mais ça a été. On a la chance, en tout cas, d'être sur un double volet qui est porteur. On a à la fois la brique technologique, donc qui intéresse beaucoup d'investisseurs. Et il y a beaucoup de financement là-dedans, même si dernièrement ça s'est un peu calmé. Et on a toute la sphère RSE, donc tout ce qui touche aux sujets environnementaux. Responsabilité sociétale et environnementale. Exactement. Et là-dessus, on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt, il y a de plus en plus d'entreprises qui proposent des solutions innovantes. Donc voilà, nous, on est sur un marché qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup d'acteurs sur la comptabilité carbone et on a décidé d'aller chercher de l'argent pour ouvrir beaucoup de pays et devenir un acteur le numéro 1 mondial. Excusez-moi, France, Royaume-Uni, États-Unis, le suivant c'est le Japon ou la Chine si on continue le cheminement vers l'Ouest? On va rester prudent. On sait que les temps nous imposent un peu de mesure et une croissance raisonnée, plus que précédemment. On continue sur l'Europe, on a ouvert les Nordics récemment. On va continuer dans certains pays d'Europe et peut-être qu'un jour on ira jusqu'en Asie si la demande est là et que le besoin pour des entreprises comme la nôtre existe. Et qu'est-ce qui vous motive actuellement chez Greenly d'une part et dans votre vie personnelle de fondateur? Chez Greenly, on n'est jamais rassasié. On a envie, je le disais, d'être numéro 1 mondial, d'accompagner. Aujourd'hui, on a 2000 clients. On a envie de très vite arriver à 100 000. Donc, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut passer à l'échelle avec différents leviers. Notre ambition, en tout cas, on est un peu comme un fonds d'investissement. Nous, on met du carbone sous gestion. Plus on a de carbone sous gestion, plus notre potentiel de réduction est fort. Donc, on veut éviter 1 milliard de tonnes de CO2 à terme. Donc voilà, c'est des chiffres qu'on suit au jour le jour. Plus on a d'entreprises, mieux on se porte. Et d'un point de vue personnel, je suis passionné de technologie. Je serais ravi de mettre la technologie au service d'autres initiatives. Moi, je suis passé chez WeThings avant dans la santé en tant que stagiaire, donc j'avais un rôle qui était modéré, mais voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses dans la technologie et qui peut servir beaucoup de monde aujourd'hui. Allez, il nous reste 2 minutes 30 secondes pour chacun. Dans un an, grâce à la French Tech, vous en serez où? On n'est jamais rassasié. Non, le Next 40, ça fait rêver. Voilà, je pense qu'on n'y sera pas. Mais en tout cas, voilà, ça va nous aider, ça va nous ouvrir des portes, ça va nous aider à construire un réseau qui est solide. C'est une marque de reconnaissance qui vaut quelque chose à l'international aussi, pardon. Donc voilà, mes ambitions Next 40, peut-être pas l'année prochaine, mais d'ici 3 ans. Même question, Patrick Kick. Dans un an, vous en serez où grâce à la French Tech, le petit coup de turbo de booster? Si on continue sur notre lancée, on devrait de nouveau doubler notre chiffre d'affaires, donc on devrait être aux alentours de 200 millions d'euros, présent à l'international, donc sur les pays d'Europe, et de ce fait, on aura aidé un grand nombre de populations à décarboner effectivement l'ensemble de l'environnement parce qu'il en a bien besoin. Clément Bonhomme. Alors, Foodles, dans un an, c'est 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 500 collaborateurs. Leader en Europe de la restauration nouvelle génération et un impact carbone par repas toujours plus faible. Bah ça au moins c'est bien vu. Et pour vous, Julien Tchernia? Moi j'aimerais qu'on ait réussi à simplifier tout le déploiement des services à la maison pour améliorer l'efficacité énergétique. Changer sa chaudière reste compliqué, installer des panneaux solaires, on sait le faire mais ça reste compliqué. Des bornes électriques, c'est la même chose, donc il faut qu'on arrive à digitaliser et simplifier tout ce processus-là et aussi travailler sur la réglementation et le réglementaire pour que ça devienne très très simple pour quelqu'un de faire ce choix qui aujourd'hui est cornélien et nécessite des suivis de travaux qui sont parfois très complexes. Merci à tous. Merci Patrick Kick, PDG de Watt, W-A-A-T, on spécifie l'orthographe. Merci à vous Clément Bonhomme, CEO et cofondateur de Foodles. Merci Julien Tchernia, PDG d'Équateur, E-K-W-A-T-U-R, bravo pour le jeu de mots. Merci à Arnaud Delubac, cofondateur de Greenly. Merci à notre formidable équipe. Merci à Aude au standard, Thomas à la réalisation, Eve et Félix. On se retrouve demain à 17h pour les vraies voix. Dans quelques instants, Sud Radio à votre service. À 20h, le flash de Manon Bacour. Et à 20h02, le meilleur de Sud Radio. À demain sur Sud Radio, 17h dans les vraies voix.